My name's Bond, Richard Bond, and this is Curmudgeonly Yours, a show on Society Bites Radio, part of the Radio Ear Network family, supplying social interaction for the mind and soul. The introductory and concluding music to this show is La Polonaise by Wieniawski, played by Max Bond. I am your host and curmudgeon, where everything is what it seems. Nothing is what it seems. And what is not said is often of most interest. Aujourd'hui, mon invité est Michel de Rougemont qui va nous parler du numérique et de l'intelligence artificielle en France et en Europe. Bonjour Michel. Bonjour Richard. Michel de Rougemont est professeur d'informatique à l'Université Paris II et chercheur à l'IRIF, Institut de recherche en informatique fondamentale de l'Université de Paris. Sa spécialité, logique et complexité. Professeur de Rougemont a complété ses études à l'École nationale supérieure des télécommunications à Paris en 1975. Ensuite, il a fait un master en mathématiques à Berkeley en 1976, suivi par son PhD en mathématiques à UCLA Los Angeles en 1983. Il a aussi occupé les postes suivants. De 1977 à 78, il était assistant à l'Universidad Autónoma au Mexique. De 1984 à 87, il était chercheur à l'ECRC, European Research Center, à Munich, en Allemagne. De 88 à 95, il était professeur à l'École nationale supérieure de technique avancée et de 1987 à 88, il était professeur à l'Université Paris-Sud. 4 pays, 4 langues, Michel. Et maintenant, tu es en train de te perfectionner en chinois. Pourquoi le chinois? Alors, pourquoi le chinois? Donc, quand on maîtrise quelques langues indo-européennes, c'est pas mauvais d'essayer de comprendre un peu d'autres langues. Donc, le chinois est un très bon exercice. Et puis, ça me sert pas mal parce que je voyage de plus en plus en Chine. Et autant les exposés scientifiques se font en anglais, mais disons que la vie sociale peut aussi se faire en chinois et c'est même plutôt recommandé. Ah oui, c'est bien. Michel de Rougemont, il s'agit d'une série multipartie sur la vie moderne en Europe et aux États-Unis. Nous parlons du numérique et de l'intelligence artificielle en France et en Europe. Pour nos auditeurs, pourrais-tu expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors, aujourd'hui, c'est à la fois un slogan dans la presse, mais c'est aussi une discipline scientifique qui fait partie en général de l'informatique et qui intègre pas mal de processus un peu différents, mais qui finit par, obtenir un logiciel qui réalise des tâches qui semblent intelligentes à des humains. Donc, par exemple, interpréter une image. Donc, quand on voit une image Facebook, savoir qu'il y a 2 personnes et puis une voiture ou interpréter des objets dans une image, c'était jusqu'à très récemment, disons 5 ans, 6 ans, considéré comme quelque chose de peut-être un peu utopique, mais aujourd'hui c'est complètement standard et je crois que Facebook doit interpréter des milliards d'images par chaque jour, donc c'est devenu une tâche standard. Traduire un texte, disons d'anglais en chinois, par exemple, c'était un peu la même chose. C'était considéré comme quelque chose d'inatteignable il y a environ 5 ans, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pratiqué couramment. Et donc, et du coup, l'intelligence artificielle se retrouve un peu à la médiatisée. Il faut savoir que essentiellement il y a beaucoup de vagues. À mon avis, à peu près tous les 30 ans, il y a une vague positive pour ce domaine de recherche. Ça a commencé dans les années 50, puis ensuite dans les années 80, et puis disons vers 2010, il y a eu une vague. Voilà. Et là, bon, la vague dure un peu, mais la vague va retomber. Enfin, puis il y aura une prochaine vague dans 30 ans. Michel, tu as écrit des livres de mathématiques. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, j'ai écrit 2 livres. Un livre qui s'appelle Logique et fondements de l'informatique. Un autre livre qui s'appelle Logique et complexité. Et donc, disons que
je viens moi de la logique mathématique et je me suis intéressé un peu au raisonnement au départ qu'on trouve dans les mathématiques, mais qui finit par être utilisé aussi dans les algorithmes quelque part. Hein. Donc, on se rapproche de l'informatique et ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment on peut avoir des raisonnements extrêmement efficaces, très rapides, et du coup, il y a une dimension complexité. Et donc, mon domaine de recherche, c'est entre la logique et la complexité. D'accord. Et est-ce que, quelque chose de pratique, tu pourrais nous montrer quelques exemples pratiques de tes recherches? Alors, quelque chose de pratique. Donc, quand j'étais à l'École nationale supérieure de techniques avancées, je faisais un peu de robotique. On avait des robots qui faisaient toutes sortes de tâches. Et c'est ce genre de robot qu'on peut trouver, par exemple, dans les entrepôts d'Amazon. Si tu vas voir aujourd'hui un entrepôt d'Amazon, il y a toutes sortes de personnes qui travaillent là, mais je crois qu'il y a plus de robots aujourd'hui que de personnes. Ces robots bougent dans tous les sens, etc. Et puis les personnes deviennent des robots aussi. Voilà, les personnes deviennent aussi des robots. Donc voilà, j'ai un peu travaillé dans ce domaine il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, disons que sur les aspects très pratiques, je m'intéresse beaucoup aux réseaux sociaux et aux flux de données incessants qu'on trouve partout, hein, qui sont devenus complètement disons faciles à capter et qui donnent énormément d'informations si on sait la trouver. Voilà. Et quelque part ici, il y a un énorme flux de données, il y a une information qui est cachée dans beaucoup de bruit, et donc s'intéresser aux bons algorithmes pour trouver l'information, c'est une application typique. D'accord. Mais je vais poser une question peut-être bête là, mais tu es professeur de mathématiques. Où serais-tu professeur de l'intelligence artificielle? Et si je peux m'exprimer très lourdement, où est le point où les mathématiques se terminent et l'intelligence artificielle commence? Alors, je suis professeur d'informatique, d'accord, d'abord. D'accord. Et pour résumer la différence entre les mathématiques et l'intelligence artificielle, je dirais que les mathématiques d'aujourd'hui sont l'intelligence artificielle de demain, avec un décalage de 20 ans, 30 ans, à peu près. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui en recherche théorique, à mon avis, c'est quelque chose qui servira dans le développement de l'intelligence artificielle dans 30 ans. Il faut voir que les développements très récents qui ont eu lieu dans les 5-10 dernières années, ce sont des développements qui sont en théorie pas nouveaux, parce qu'on connaissait en fait les méthodes, mais ce sont des méthodes qui ont pu aboutir parce qu'on a eu énormément de données à sa disposition. Et ça a été évidemment grâce au développement d'Internet, et brusquement on avait d'énormes données et on s'est aperçu que ces algorithmes qui étaient connus depuis déjà 20 ou 30 ans, si on les faisait marcher sur d'énormes masses de données, ils finissaient par donner de bons résultats. Et donc la vague actuelle, elle n'est pas tellement disons, elle n'est pas innovatrice au niveau algorithmique, elle est innovatrice beaucoup plus au sens de l'ingénierie. Mais ça fait un petit moment que tu travailles là-dessus, dans l'intelligence artificielle. Les choses que tu as travaillé peut-être il y a 20 ans, tu les vois aujourd'hui dans des produits ou dans les... Oui. Enfin, bien sûr. C'est certain que, par exemple, il y a 20 ans, je travaillais un petit peu dans un laboratoire de robotique et on avait toutes sortes de mal à comprendre comment donner un comportement fiable à un robot. C'est-à-dire que on faisait, disons, 10 expériences et le robot allait réussir 3 fois et 7 fois, il allait échouer. Et donc, on arrive à bien comprendre pourquoi il pouvait échouer aussi souvent. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour le rendre fiable, et le fait qu'il puisse échouer, disons, 1 fois sur 1 million et non plus 7 fois sur 10.
Ah oui, c'est fascinant ça. Et comment par exemple, les prothèses artificielles des pauvres handicapés dans les guerres, et des fois on arrive à attacher une main qui fonctionne si bien. Est-ce que tu as travaillé sur des choses comme ça, par exemple? Non, j'ai pas trop travaillé moi-même là-dessus, mais je connais toutes sortes de labos qui sont très en pointe sur ces domaines-là, en particulier des labos qui arrivent à faire bouger une main artificielle avec la pensée, c'est-à-dire uniquement donc il y a des capteurs qui sont sur le cerveau de la personne et la personne va s'entraîner pendant des nombreuses fois, voire des centaines de fois, pour essayer que le cerveau génère les bons ordres au niveau électrique pour les transformer en mouvement du bras artificiel. Et c'est une technique qui va arriver dans les prothèses, etc. Et c'est quelque chose qui est très impressionnant. Donc je connais un labo à Grenoble qui fait ce genre de choses. Ah, c'est fascinant ça. Je l'ai lu une fois, mais commençons, Michel de Rougemont, par le numérique en Europe. Pendant tes voyages, as-tu remarqué une grosse différence entre les réseaux Internet dans chaque pays? Non. Alors, en Europe, le réseau Internet est extrêmement similaire. Il y a une différence, par exemple, sur le prix des abonnements. Donc, si on veut un abonnement haut débit, en fait, en France, ça coûte très peu cher. C'est même un des pays où l'abonnement est le moins cher. Dans certains pays, je pense qu'en Allemagne, c'est un peu plus cher. Et donc, les prix varient, mais la qualité quand on est haut débit, c'est assez uniforme. Par contre, la grande différence avec les États-Unis, c'est que on a un réseau qui marche, mais on n'a pas de plateforme européenne comme Facebook, Google ou Microsoft qui domine dans les services numériques. Donc, les Européens sont complètement en retard dans ce domaine pour toutes sortes de raisons. Comment est-il le numérique en France, la qualité des réseaux, qui sont les différents opérateurs, Bouygues, SFR, Orange, etc. Tu peux nous en parler un petit peu du numérique en France, oui. Alors en France, l'opérateur principal historique, c'est Orange, il s'appelle Orange. Donc longtemps il s'appelait France Télécom et maintenant il s'appelle Orange. Et puis il y a donc il doit avoir, je sais pas, peut-être la moitié du marché ou à peu près. Et ensuite il y a 3 opérateurs qui ont à peu près une part égale, qui sont Bouygues, SFR et Free. Free, c'est un nouvel opérateur, donc qui a un peu bousculé les anciens quelque part. Examinons l'intelligence artificielle en France. Est-ce que c'est bien développé par rapport à d'autres pays, par exemple, et pourrais-tu nous en donner quelques exemples? Alors, au niveau des aspects théoriques de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de labos qui sont très compétents dans ce domaine. Beaucoup des étudiants français qui sont formés dans ces labos vont aux États-Unis, mais certains restent même en Europe. Disons que la France est, au niveau de l'intelligence artificielle théorique, est extrêmement compétitive. C'est assez reconnu dans le monde entier. Par contre, là où ça se gâte, c'est que en France, on a un problème au niveau de la multidisciplinarité, c'est-à-dire que on n'arrive pas à mélanger, si tu veux, l'informatique avec d'autres disciplines. On mélange très mal l'informatique avec l'économie, l'informatique avec le droit, l'informatique avec la médecine, etc. Et ça, c'est la faiblesse. Et en fait, c'est une faiblesse qui vient de loin parce que essentiellement les universités